Bonjour à tous, deuxième vidéo dans notre deep dive sur Docker. Après avoir rappelé les principes généraux d'utilisation et les principes de fonctionnement de Docker, on va s'intéresser à Containerd et à Containerd Shim. Jingle! Alors, deuxième vidéo concernant notre deep dive Docker. Et là, l'objectif, c'est déjà de rentrer dans les arcanes de Docker et on va s'intéresser à ce qu'il y a en dessous du démon Dockerd qui s'appelle Containerd et au Shim. Et alors là, pour le moment, c'est un peu du chinois, non, du chinois, pardon, mais on va essayer d'expliquer tout ça. Alors, Containerd, c'est le gestionnaire de containers standard qui a été créé pour justement permettre d'avoir une réponse plus universelle à Docker. Donc, si on regarde, qu'est-ce que Containerd? Donc, c'est un démon robuste pour le coup, qui est fabriqué, qui a été fabriqué pour gérer le cycle de vie complet des containers de l'image à l'exécution. Donc finalement, Dockerd, c'est plus le façadage de l'API, et Containerd, c'est plus le moteur de fabrication des containers. On va voir que c'est pas exactement lui, le moteur de fabrication. Son rôle principal, Containerd, c'est un service qui tourne en arrière-plan de la machine, c'est un démon, pour faire simple, et il n'est pas destiné à être directement utilisé par des humains. Je modère, effectivement, il existe quand même une interface en ligne de commande qui s'appelle NerdCTL. Enfin bon, quand on voit le nom, on se dit que elle n'est pas faite pour les humains, elle est faite pour les nerds, d'accord? Le nom est clair, hein. Euh, et, euh, mais plutôt, elle est faite pour être utilisée par d'autres logiciels comme Docker en lui-même, mais aussi Kubernetes. Effectivement, l'objectif, c'était de proposer quelque chose qui puisse être beaucoup plus interopérable que le démon Docker ne l'est. Parce que le démon Docker, il est fait pour parler avec un vocabulaire Docker, et là, on veut parler avec un vocabulaire qui va être beaucoup plus universel, international, universel pour le coup, parce qu'il implémente un standard qui est proposé par l'OCI, l'Open Container Initiative, qui porte le nom de CRI, Container Runtime Interface. Et du coup, cette Container Runtime Interface, elle est normalisée, standardisée, alors que Dockerd ne l'est pas. Donc effectivement, Dockerd ne crée plus lui-même ses containers, il s'appuie sur cette couche de normalisation. Donc si on continue, si on doit regarder, l'origine de Containerd, c'est bien Docker Incorporated qui l'a fabriqué. Il l'a donné à la CNCF dans la même démarche que Google a donné Kubernetes à la CNCF. Donc pour le rappel, ceux qui ne savent pas, la CNCF, c'est la Cloud Native Computing Foundation. C'est un peu la mecque du cloud. D'accord, on va faire simple. Donc pour devenir l'objectif, c'est bien que ça devienne un standard de l'industrie, neutre et ouvert. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a bien eu, effectivement, je vous l'avais déjà dit, Google a gagné la guerre de l'orchestration. Docker a rattrapé le tir sur le runtime en proposant effectivement cette normalisation. Containerd est quand même une solution qui est très très utilisée, y compris avec du Kubernetes. Donc la philosophie, c'est être beaucoup plus minimaliste que le gros démon Dockerd, mais avec un souci de performance. Il contient que le strict nécessaire pour faire tourner des containers. Alors on va voir qu'il a un écosystème quand même pour que ça puisse fonctionner. On va descendre encore plus dans les arcanes. Et ça le rend beaucoup plus stable et efficace pour pouvoir s'intégrer dans des structures d'orchestration plus globales, sachant qu'effectivement Docker a vite compris que Swarm ne faisait pas consensus et qu'il fallait potentiellement chercher plus d'universalité. Et donc ce Containerd, il a été conçu pour être intégré dans des solutions typiquement comme celle de Kubernetes. Donc la responsabilité de Containerd, c'est de gérer l'exécution des containers, démarrer, arrêter, voilà, donc le cycle de run des containers, le cycle de vie en run, de gérer le stockage. Donc effectivement, c'est lui qui va c'est lui qui va porter le boulot de ce qu'on va pas encore traiter dans ce cycle de vidéo, qui est la partie stockage, les systèmes de fichiers par union, les overlays, les layers et ainsi de suite. Ça c'est son affaire, de préparer, de récupérer les images et ainsi de suite, de lancer les fabrications de containers, de gérer le transfert des images aussi, des images entre registries, entre la machine, de rapatrier la machine.
Donc voilà, ça c'est la mission de containerd. Donc si on regarde le flux d'exécution avec containerd, alors comment ça marche? Il y a une chaîne d'acteurs qui est bien définie. Donc, notre point de départ, on va commencer par la droite et on ne va pas encore s'intéresser à la partie qui est sur la gauche. Donc, on est depuis l'interface en ligne de commande. On communique, on envoie une commande, par exemple docker run Ubuntu à dockerd. Il interprète la commande, il gère les volumes et il envoie un ordre de lancement à containerd qui va faire le travail de récupération de l'image, qui va faire ce qu'on appelle le pull. Il va créer le bundle OCI. Donc pour le moment, c'est pas encore clair quand je vais parler de bundle OCI. On va le regarder très en détail. Un bundle OCI, c'est un fichier de configuration JSON et un rootfs, c'est-à-dire les éléments constitutifs d'une image. D'accord? Il prépare le réseau et le stockage, et ensuite, on va voir qu'il appelle... il fait un appel à l'exécuteur avec le bundle, donc il envoie au travers de containerd shim, qui lui va avoir objectif de rester actif. Donc ce container, cette cale, puisque c'est le terme qu'on va voir, hein, shim en anglais ça veut dire cale ou entretoise, c'est en gros quelque chose qui a pour objectif de rester en place alors même que containerd va arrêter son exécution, va passer à une autre commande, à une autre action qu'on lui demande de réaliser. Il a donc l'objectif, ce container des shim, de rester actif pour superviser le container, de gérer les entrées-sorties, donc std-in, std-out, stder, de remonter l'état à containerd sans que containerd ait besoin de rester le parent des containers. Donc quand on parle de parent, c'est dans la filiation des processus. Donc ce petit containerd, c'est lui qui va avoir le boulot de rester actif pour pouvoir permettre de garder le lien entre le container et containerd. Et c'est lui qui va devoir remonter l'information jusqu'à containerd. Par contre, pour instancier le container, il a encore besoin d'un composant qui s'appelle runc. Donc lui, ce runc, c'est lui qui va lire la configuration et qui va faire toutes les étapes de création du processus qui permet de lancer les autres processus au sein du container. Donc c'est lui qui va avoir le boulot de créer l'isolation, de faire le boulot au niveau namespace, de créer la partie, de faire le boulot au niveau groupe, control group pour créer le control group, et de lancer le processus, le premier processus à l'intérieur du container. Les autres processus vont être forkés à partir de ce container. Mais du coup, ils bénéficieront de tout le contexte d'exécution du container, du processus qui a été créé par runc, donc avec les bons namespaces et le bon control group. Tout ça débouche sur des syscalls vers le kernel au travers de la libc. On va y revenir. Maintenant, on va revenir sur la partie gauche. Pourquoi, effectivement, dockerd, au début, effectivement, au tout début, l'orchestrateur comme Kubernetes, par exemple, et son kubelet, tapait directement sur la commande dockerd. Là, l'objectif, c'est de se dire, on va plus faire cet appel direct à dockerd. On va donc plus avoir besoin du dockerd shim. Tout ça, c'est de l'archéologie, je vais même pas en parler. Kubelet va parler directement avec containerd, comme la CLI nerdctl qui va parler avec containerd. Et donc, ce containerd, c'est lui qui vient proposer la couche de normalisation qu'on a vu tout à l'heure, qu'on appelle CRI. Donc, ce schéma-là, c'est en gros la trame qu'on va étudier dans tout le deep dive Docker qu'on va faire là maintenant. Donc, on revient sur ce petit containerd shim pour essayer d'aller un tout petit peu plus et de montrer de façon plus visuelle qu'est-ce qui se passe quand on fait cette séquence containerd shim vers runc. Donc le containerd shim, c'est un processus intermédiaire qui est extrêmement important parce que c'est lui qui s'intercale entre containerd et le container lui-même via runc. Donc le problème qu'il cherche à résoudre, c'est de faire en sorte que sans le petit shim, containerd devrait rester parent direct de tous les containers. Et alors ça pose un nombre important de problèmes. Et au début, effectivement, Docker avait ces problèmes. Si on a un redémarrage de dockerd, donc si dockerd redémarre ou crash, tous les containers, ils deviendraient tous orphelins et seraient tous tués. Bon, c'est juste pas possible du tout. Donc, il faut effectivement arriver à une segmentation, une coupure dans le cycle d'exécution de containerd et des containers. Et du coup,
On a aussi un autre avantage avec l'utilisation du shim, c'est la gestion des ressources. Containerd devrait gérer directement tous les processus container. Donc là, ce n'est pas le cas, il n'est pas obligé de le faire. Il est notifié par le shim, spécifique à un container, à chaque fois qu'il y a un événement dans l'exécution. Et c'est aussi par lui qui va agir pour intervenir sur l'état d'exécution du container. En tout cas, l'objectif, c'est de supprimer ce qu'on appelle en informatique un couplage fort. C'est-à-dire impossible de mettre à jour containerd sans impacter tous les containers en cours d'exécution. Donc ça, c'est le fond du problème et c'est ça que le shim avait pour objectif de régler. Donc la solution apportée par le shim, découplage du cycle de vie, donc containerd peut redémarrer, containerd shim reste actif et le container continue de tourner, rattaché en filiation à containerd shim. Le shim devient le parent direct du container, permettant à containerd de se détacher. Donc, la gestion des I/O, son boulot, ça va être le maintien des flux std-in, std-out, std-er du container, pour justement qu'il puisse être accroché pour qu'on puisse récupérer ses logs, son activité et ainsi de suite. Permet l'attachement, le détachement sans perturber le container en cours d'exécution. Et enfin, c'est lui qui a le boulot de faire le reporting d'état, surveille le container, rapporte le code de sortie à containerd, gère les signaux, seek-term, seek-kill, et ainsi de suite. C'est lui qui va faire... Finalement, on retrouve beaucoup de choses qu'on retrouve dans... Et vous allez le voir, ça va être encore plus le cas quand on va voir runc. On retrouve beaucoup de choses qu'on retrouve quand on écrit une méthode ou une fonction qui permet la daimonisation d'un processus. Et son boulot à la fin, c'est lui qui fait le garbage collector. C'est lui qui fait le ramasse-miettes. Il s'assure que toutes les ressources sont libérées quand le container s'arrête. Il nettoie les namespaces, il nettoie les control groups qui sont attachés au container. Donc, le runtime shim dans Docker, on va essayer de le regarder sur un cas concret. Par exemple, on fait un Docker run -daimonize nginx. Qu'est-ce qu'on a en première étape? Dockerd reçoit la commande. Il fait l'appel à containerd qui lance un processus containerd shim. Le containerd est appelé pour créer le container. Le shim appelle runc pour créer le container. Runc crée le container et se termine. Le shim reste comme parent du container et containerd peut maintenant se détacher. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de base de ce mécanisme avec le runtime shim. Donc, la vérification pratique, c'est que si vous pouvez voir les shims actifs, vous l'avez bien compris, un container, un shim. Donc si vous faites un psox pipe grep, containerd shim, vous allez voir un processus shim pour chaque container en cours d'exécution. Et sa filiation, elle est sur le premier processus du container. Donc les avantages concrets, la haute disponibilité, mise à jour de Docker containerd sans arrêter le container, l'isolation, chaque container a sa propre cale, son propre shim, la fiabilité, les containers survivent au crash de containerd, et les performances. Le runtime runc peut se terminer après la création. Runc, on va vraiment le détailler aussi parce que vous allez voir que c'est extrêmement important. En libérant toutes les ressources. Donc le shim, c'est donc vraiment une cale, au sens le plus direct du terme, qui permet de séparer proprement les responsabilités et d'assurer la stabilité de l'ensemble de Docker. Alors voilà, on a fait ce premier petit focus sur la chaîne globale et sur le shim. Et la prochaine fois, on va regarder runc et OCI. Et ensuite, on essaiera de creuser encore plus dans OCI. Au revoir.